Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Regard Connecté. Vous l'avez peut-être remarqué depuis le début de cette pandémie, l'intelligence artificielle est présentée par beaucoup d'observateurs comme le remède miracle. Pour mieux comprendre les symptômes en analysant les radios de poumons, pour accélérer la découverte du vaccin, et même pour effectuer un diagnostic en vous écoutant tousser. Pourtant, la preuve de terrain n'a pas toujours été concluante, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors aujourd'hui justement, je vous emmène sur le terrain, au CHU de Bordeaux, pour comprendre comment les algorithmes facilitent le travail des soignants au quotidien. Le docteur Catherine Prado, secrétaire générale de la Société française de médecine d'urgence, nous explique comment ces équipes ont utilisé l'intelligence artificielle en période Covid. L'intelligence artificielle, c'est un sujet dont on parle beaucoup. Et pendant la période Covid, on s'est retrouvé à la Société française de médecine d'urgence à plusieurs médecins d'équipes différentes en fait, à se dire on voudrait quand même pouvoir évaluer notre activité pendant cette période. Et c'est vrai que pendant cette période, nous, tous les médecins sont débordés, n'arrivent pas à coter comme on devrait coter tous nos dossiers. Et d'autant plus que cette cotation Covid, elle n'existait pas. Donc chacun a coté comme il a voulu, avec des critères particuliers, ces appels spécifiques. Ils avaient cette gêne respiratoire, mais qui était typique, qu'on ne rencontrait pas dans nos autres patients. Et c'est ça qu'on a un peu de mal aussi à quantifier sur le dossier de régulation. Vraiment, c'était assez typique. On n'avait jamais vu ça avant. Et maintenant, on voit dans cette pathologie-là. Donc en fait, nous, on l'a coté avec toux, fièvre, et on essayait de les coter par les symptômes, pas par un diagnostic, puisque le diagnostic, on n'était pas toujours sûr du diagnostic. Et c'est en regroupant tous ces symptômes qu'on pouvait définir que c'était la Covid finalement. Et qu'on soit partout en France, c'était les mêmes symptômes. Donc ce qui permettait de travailler tous ensemble sur des symptômes identiques et de comprendre qu'est-ce qu'on avait comme pathologie à ce moment-là. Et de fait, l'intelligence artificielle est arrivée parce que c'est elle qui va pouvoir nous aider à traduire en fait nos patients, à traduire les pathologies de nos patients, puisqu'on arrive comme ça à pouvoir travailler ensemble. Et même si nos cotations sont différentes, finalement ce qu'on écrit dans les dossiers, la clinique, c'est la même, qu'on soit à Bordeaux, dans le nord ou dans le sud de la France, c'est toujours la même. Le traitement informatisé des données recueillies en médecine n'est pas nouveau. Alors que changent concrètement ces nouvelles techniques d'intelligence artificielle ? Emmanuel Lagarde, directeur de recherche à l'INSERM, nous explique la démarche. La compétence qu'on a développée, c'est une compétence sur la classification des textes cliniques, des textes médicaux, puisque il y a à peu près 2-3 ans, les méthodes de classification et d'analyse des textes libres, et donc des textes médicaux, mais ça vaut aussi pour tout type de texte, les performances de ces algorithmes-là sont améliorées de manière spectaculaire, et donc on s'est rendu compte que c'était le moment de se poser la question de les utiliser. Par exemple, comme vous le savez ou comme vous ne le savez peut-être pas, mais à chaque fois qu'un patient est pris en charge aux urgences, ou à chaque fois que quelqu'un appelle la régulation, le 15 ou le SAMU, eh bien ce qui se passe, c'est-à-dire le compte-rendu de l'hospitalisation, le compte-rendu de la visite, le compte-rendu de la consultation, le compte-rendu de l'appel au SAMU, tout ça fait l'objet de rapports en texte libre saisis sur le système d'information de l'hôpital. Et ces rapports sont gardés. Et on peut, avec ces rapports, avec une analyse appropriée, en tirer de l'information, énormément d'informations de différentes natures. Et cette information-là, elle est aujourd'hui très pertinente grâce à ces outils d'IA. Elle l'était moins avant, maintenant elle est très pertinente. Et donc ce sont ces données-là, des comptes rendus cliniques, des rapports cliniques qui sont analysés de manière automatisée et de manière très efficace. Et encore une fois, c'est ça qui est nouveau. Aujourd'hui ça fonctionne et donc on peut maintenant imaginer des applications intéressantes. Il se trouve, et c'est un hasard, c'est que il se trouve que la pandémie est arrivée à ce moment-là, au moment où on maîtrisait ces outils-là. Et donc il se trouve que la première application, ça a été de voir ce que ces appels-là nous disaient du comportement de santé de la population au moment du premier confinement, par exemple. Si vous voulez retrouver l'intégralité des résultats de cette étude, je vous mets tous les liens en description de la vidéo. Justement, allons un peu plus loin sur les applications concrètes du terrain avec le docteur Gilles Jardinet. Quels sont les premiers usages imaginés pour faciliter le travail des soignants et améliorer la prise en charge des patients ?
On a la chance d'être sur un CHU qui est à la fois hébergeur d'un gros service d'urgence et du SAMU également, donc on a une grosse proximité, à la fois des équipes et en termes de réflexion plus globale, avec pas mal de gens qui ont une activité partagée, et donc du coup on aimerait bien arriver à transmettre de manière un peu plus pertinente les informations entre la régule et les urgences. Typiquement, le premier applicatif qu'on est en train de développer là, c'est quelque chose qui serait capable de faire du pré-triage. C'est-à-dire qu'à l'arrivée au niveau des urgences, il y a ce phénomène du triage qui permet d'identifier le niveau de gravité des patients. Et en situation d'afflux, pour les infirmières, c'est pas forcément très simple. Quand il y a une dizaine de personnes qui arrivent, faut évaluer les 10 patients rapidement. Pas vraiment du triage du coup, mais ce qu'on appelle du pré-tri. Et si à partir des observations de régulation, on était en mesure de pré-trier ces patients-là, d'identifier les plus graves justement, ou les moins graves, on verra où est la performance du modèle, mais pour que justement elles sachent qui aller voir préférentiellement ou lesquels elles peuvent pas laisser de côté, mais lesquels peuvent attendre de voir réellement l'infirmière organisatrice de l'accueil. Ça peut être un élément de sécurité pour nous. L'autre élément sur lequel on voudrait travailler, c'est d'identifier les heures d'arrivée des patients. Parce qu'on sait à quelle heure a eu lieu l'appel, on sait grosso modo à quelle heure les équipes de secouristes, que ce soit les ambulanciers, les pompiers, quittent les lieux. Je ne parle pas des SMUR parce que c'est un peu plus précis forcément entre nous, comme il y a un échange vraiment direct. Mais c'est vrai que si on arrivait à identifier le moment où vont arriver les gens, pour nous ça serait quelque chose aussi qui serait essentiel, et notamment pour la régulation, ça peut leur permettre aussi des prises de décision un peu plus pertinentes, parce que s'ils se rendent compte que dans le quart d'heure où ils voudraient adresser ce patient-là, il y en a déjà 8 autres qui sont censés arriver et qui ont été régulés par quelqu'un d'autre, peut-être qu'ils modifieraient leur prise de décision en termes d'orientation ou autre chose. On est encore une fois sur une phase qui est plutôt sur de l'expérimental. Déjà, pour l'instant, on veut juste faire du constat. On verra après sur de l'applicatif à proprement parler. On va déjà voir si ça marche à peu près. Alors là, on envisage de faire ça de manière prospective, mais c'est à l'état embryonnaire encore. Après, il y a toute une réflexion sur l'intégration de l'outil au niveau des urgences pour justement faciliter le choix du motif de triage pour l'IOA. Il y a une centaine de motifs qui existent. Si effectivement la machine, une fois que l'infirmière a saisi, et du coup c'est focalisé uniquement sur le patient et pas sur le choix de sa machine, la machine lui propose 3-4 motifs qui paraissent les plus pertinents. Ça peut faire gagner du temps. Et après, tout au long du parcours, on peut imaginer un certain nombre de petites choses. L'équipe a donc analysé 1 an d'appel en période de pandémie pour mieux comprendre l'état de santé des citoyens jour après jour. Mais allons plus loin. Ce travail d'analyse permettra-t-il d'anticiper une prochaine pandémie ? Le prochain virus, il sera peut-être très similaire à la Covid-19, ou il sera peut-être très similaire à l'épidémie de 2019, vous voyez. Et donc, chercher une spécificité Covid ne nous garantit pas qu'on soit réactif pour le prochain, d'accord ? Donc, en gros, là où on va gagner du temps, là où on gagne du temps, c'est que les outils de création de ce signal existent déjà, sont mis en place. Et donc, c'est là où on va gagner énormément de temps. Par contre, aller chercher une spécificité, ça peut avoir un intérêt, mais ça peut nous mettre à côté de l'affaire, parce que le prochain virus, ça sera peut-être pas des Disney, ça sera peut-être pas de la toux et de la fièvre suivie par des courbatures, ça sera peut-être pas une spécificité anosmie, agueusie comme aujourd'hui, ça sera peut-être complètement autre chose que je peux pas vous dire, et ça, on peut pas l'inventer, quoi. Donc, disons que le système est en place, il sera en place, il est en place, et c'est là où on gagnera énormément de temps. Il nous a fallu 1 mois pour le mettre en place à l'époque, en mars 2020, et là, il sera en place immédiatement. Après, peut-être qu'il n'y aura pas de nouveau virus, je ne sais pas, mais en tout cas, on sera prêt, on est prêt, quoi. Voilà.